Bien, on passe au troisième groupe, qui est donc un groupe d'élèves des lycées Carnot et Chaptal, qui ont été encadrés par Ariane Martin, comme tout à l'heure, et les sujets ont également été proposés par Annick Froubel. Et donc, le sujet que nous propose ce groupe, c'est le manège diabolique. J'invite le public à poser toutes les questions que vous avez au fur et à mesure de l'exposé sur le chat, puisque ça permettra de poser des questions à nos jeunes chercheuses et chercheurs. Nous vous écoutons, c'est à vous. Très bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le manège diabolique, l'histoire d'une puce. Je vais commencer par vous présenter les règles du jeu et pour commencer, la description de ce fameux manège. C'est un plateau circulaire de rayon R auquel sont fixés deux bras d'un robot, chacun étant de longueur T. Et vu que ces bras sont fixés au plateau, ils bloquent le passage aux endroits où ils sont. Une deuxième personne est présente, il s'agit d'une puce qui apparaît aléatoirement sur le plateau. Donc, nous avons quelques règles du jeu pour ce manège. La première étant que la puce joue en premier, elle fait des sauts de longueur inférieure ou égale à S. Après son saut, c'est au tour du robot de faire tourner le plateau d'un angle T. Donc pour ça, il faut s'imaginer que le robot ramène l'un de ses bras vers lui, ce qui fait tourner le plateau, et le replace de manière à toujours bloquer toujours bloquer le plateau. La puce est considérée comme vainqueur si elle sort du plateau et le robot est considéré comme vainqueur si il arrive à bloquer indéfiniment la puce, l'empêchant de sortir. Nous avons également défini d'autres règles afin de nous faciliter nos recherches. Donc, dans un premier temps, nous avons défini le rayon du plateau à 1 afin de ne pas nous embêter avec ce paramètre. Nous avons donné une expression à t qui est pi sur n et pour laquelle on a n qui est supérieur à 1 et qui est un nombre qui appartient à R, même si nous n'allons traiter dans cette présentation que des nombres entiers. Nous avons également S qui est compris entre 0 et 1, car si S était supérieur à 1, vu que le rayon est égal à 1, la puce pourrait sortir trop facilement, ce qui rendrait l'étude inintéressante. Le robot a le choix, lui, de pouvoir faire tourner le plateau d'un angle en radian qui est inférieur ou égal à t, en fonction de ce qu'il arrange. Et nous considérons les cas limites, c'est-à-dire si la puce arrive pile sur les bords du plateau, comme une victoire de la puce. Donc, après avoir vu les règles, nous allons maintenant voir un exemple où la puce gagne. Donc, la puce apparaît à cet endroit que nous pouvons désigner. Voilà, j'espère que tout le monde la voit. Comme nous l'avons dit, c'est à la puce de commencer. Donc, elle va faire un saut en se dirigeant vers la sortie, un saut de longueur S. Cependant, comme nous le voyons, un saut ne lui suffit pas à sortir, donc c'est maintenant au tour du robot qui va la faire tourner d'un quart de cercle, comme t est égal à pi sur 2. Mais elle reste tout de même à portée de la sortie grâce à ses sauts de longueur 1 sur 5. Elle va donc sortir dès la deuxième étape et pourra gagner à ce moment-là. On va maintenant travailler un exemple où la puce perd. On considère qu'elle apparaît au centre du plateau, sur le point O. Elle adopte pour stratégie d'effectuer des sauts parallèles à OP, horizontalement. Le robot, lui, adopte pour stratégie de rapprocher la puce le plus possible du point M. Donc, à son premier coup, la puce fait un saut de longueur S. Le robot tourne le plateau d'un angle T. Puis la puce saute encore une fois de longueur S, je vous le rappelle, parallèlement à OP. Et cette situation se répète jusqu'à ce qu'on voit à l'étape 4 que la puce se retrouve sur le point O, à son point d'origine. On peut en déduire que dans ces configurations et avec ces stratégies, si la puce apparaît sur O, elle perd. Je vais maintenant vous présenter certaines questions que notre chercheur nous a posées et que nous sommes posées aussi pour pouvoir étudier le sujet.
Donc tout d'abord, on s'est demandé si la puce pouvait toujours revenir au centre du cercle. On s'est aussi demandé s'il y avait une longueur maximum pour le saut de la puce sans qu'elle ne gagne instantanément. On a aussi voulu savoir s'il y avait des zones dans lesquelles la puce ou le robot gagnait, et si jamais ces zones existaient, combien y en avait-il où la puce pouvait gagner. On va maintenant montrer que la puce peut toujours revenir au centre du cercle. Pour ça, on peut remarquer que lorsque le robot tourne le plateau, ça peut être assimilé à une rotation de centre haut, qui est le centre du cercle. Or, on sait que dans une rotation, les longueurs sont conservées. Ça veut dire que O plus est égal à O plus prime. Cela signifie que le robot ne peut jamais éloigner la puce du centre du cercle. Or, comme la puce, elle, veut toujours avancer d'un saut de S ou moins que S, alors elle pourra toujours revenir au centre du cercle. On va maintenant essayer de trouver des paramètres de départ qui font que la puce gagne peu importe ce que l'appareil. Pour ça, on va d'abord fixer des stratégies pour la puce et le robot. La stratégie de la puce va consister à toujours avancer le plus proche du bord, à chaque saut d'avancer le plus proche du bord. Et la stratégie du robot va consister à toujours essayer de rapprocher le plus possible la puce du segment OM. Avec ces deux stratégies et un calcul, on peut montrer que si T, donc le bras du robot, est inférieur à pi fois S, alors la puce gagne peu importe où l'appareil. Donc pour la suite de la présentation, on va se concentrer sur les cas où T est supérieur à pi sur S, parce que sinon ça n'aurait pas trop d'intérêt. On observe que si la puce apparaît à une distance inférieure ou égale à S du bord, elle peut gagner dès son premier coup. On a tracé donc une zone qui regroupe toutes les positions possibles dans lesquelles, si elle apparaît, elle gagne au premier coup. On a donc des zones dans lesquelles la puce peut gagner si elle y apparaît. On va voir ce qui se passe si elle apparaît en dehors de ces zones ou s'il y en a une deuxième. On va maintenant travailler. Peut-on gagner en dehors de ces zones? On considère que la puce apparaît à gauche des segments LO et ON. Les points L et N sont, pour rappel, l'extrémité du bras du robot. Donc la puce va effectuer son saut de longueur S. Et le robot va effectuer sa rotation d'angle T. Alors, si la puce se trouve dans l'hémisphère du haut, le robot tournera dans le sens direct pour le rapprocher du point M. Et si elle se trouve dans l'hémisphère du bas, il tournera dans le sens horaire. Donc, toutes les positions possibles qui se trouvent dans la partie gauche du cercle se retrouvent sur le segment OM. On obtient cette zone. Encore une fois, la puce effectue son saut de longueur S, et par la même stratégie, le robot fait tourner le plateau. Et on peut voir qu'à l'étape 4, on se retrouve dans la même position qu'à l'étape précédente. On en déduit que cette situation se répète et que malgré tous les déplacements possibles de la puce, elle se retrouvera bloquée si elle apparaît dans la partie gauche des segments LO et ON, excluant la zone 1. On va maintenant travailler la partie droite du cercle. On considère que la puce apparaît dans la zone grisée en excluant la zone 1 et les bords de la zone 1 pour éviter qu'elle gagne au premier coup. La puce effectue son saut de longueur S et par la même méthode, le robot effectue sa rotation. On peut voir que dans certaines positions, la puce arrive à l'étape 2 dans la zone 1. Donc on peut voir qu'elle peut gagner au deuxième coup. Il existe donc une zone appelée la zone 2. On va essayer de reconstituer les coups du robot pour voir quelles sont les positions initiales de la puce qui lui permettent d'arriver dans la zone 1 au bout du deuxième coup. Donc on va reconstituer le coup du robot. Le robot, pour rappel, effectue des rotations de sens direct si la puce se trouve en haut et horaire si elle se trouve en bas. Donc on va changer ça. Il tombera dans le sens direct si elle se trouve en bas et horaire si elle se trouve en haut. Ce qui nous donne cette zone grisée. Ensuite, pour trouver les positions possibles de la puce, on va effectuer un cercle de longueur 2S et de centre P, en excluant
les positions qui se trouvent dans la zone 1 et à l'extérieur du plateau. Ce qui nous donne cette zone-là, qu'on nommera la zone 2, car la puce peut atteindre la sortie en 2 coups. On peut en déduire que dans ce cas particulier, il y a 2 zones gagnantes. On peut également conclure que lorsque la puce sort de ces zones ou apparaît en dehors de ces zones, elle a perdu car elle reste à l'infini bloquée dans le plateau. Ici, il y a la zone 1 et là, la zone 2. Par la même méthode, on peut en déduire l'existence de zones dans le cas général. Donc, nous allons maintenant essayer de mettre en relation la valeur de t et le nombre de zones. Donc, notre conjecture est que quand t est égal à pi sur n, il y a n zones. Quand nous travaillons avec des nombres entiers. Donc, on a établi cette conjecture grâce à des exemples, comme celui que nous voyons ici à l'écran, où t est égal à pi sur 5, et il y a bel et bien 5 zones. Donc, pour cela, nous avons défini la fonction e de i, qui donne la longueur de l'extérieur de la ième zone. Donc, par exemple, pour e de 1, il s'agit de ce qui est vu en bleu sur la figure. Pour e de 2, ce qui est en cyan. Pour e de 3, ce qui est en orange, etc. Pour e de 1, nous avons la formule 2pi moins 2t, car 2pi représente le périmètre du cercle, et 2t représente les bras du robot, qui ne sont donc qui ne font donc pas partie de la zone. Pour e de 2, nous soustrayons à nouveau de t, car le robot peut avoir fait tourner le plateau dans un sens ou dans l'autre, ce qui rajoute des zones, ce qui rajoute des longueurs sur lesquelles la puce ne peut pas sortir si elle apparaît dans les zones. Donc, nous pouvons élargir ces deux exemples à la formule que nous voyons à l'écran. E de i était pi moins 2t fois i, car nous soustrayons à nouveau 2t à chaque nouvelle zone. Nous cherchons quand est-ce que cette formule vaut 0, car il s'agit du moment où c'est ici. Il s'agira de la dernière zone, et donc on pourra trouver le nombre de zones. Donc nous trouvons, comme vous le voyez, i est égal à n, ce qui montre bel et bien qu'il y a n zones quand t est égal à pi sur n. Donc voici d'autres exemples. En haut à droite, nous voyons un exemple tout à fait classique où il y a bel et bien t est égal à pi sur 4 et 4 zones. Pour ce qui est de la figure du bas, nous avons voulu vérifier si, quand n devient très grand, cela pouvait quand même se vérifier. Et même si ce n'est pas très visible, il y a bel et bien 9999 zones pour le n équivalent. Pour ce qui est en haut à gauche, nous voyons 5 zones alors que t est égal à pi sur 6, mais nous nous plaçons dans un cas où t est inférieur à pi fois s, et comme nous l'avons vu plus tôt, c'est un cas où la puce peut toujours gagner. Et c'est donc pour ça que la règle n'est pas forcément appliquée. En conclusion, on a montré qu'il y avait des zones gagnantes pour la puce et que si celle-ci apparaissait hors de ces zones, alors elle avait perdu. Donc perdu, pour rappel, pour la puce, cela signifie qu'elle va être bloquée à l'infini à l'intérieur du plateau et donc que le robot va gagner. Au contraire, si la puce apparaît dans cette zone, alors elle a une chance de gagner. Les stratégies pour la puce peuvent varier en fonction des paramètres de départ, mais généralement, une stratégie consiste pour la puce, à toujours avancer vers le bord du plateau en restant à chaque fois dans les zones. Nous avons aussi prouvé d'autres conjectures dans notre article, comme par exemple, qu'est-ce qu'il se passe lorsque n n'est pas un nombre entier, et à partir de quand il y a une partie entière de n plus 1 zone? À partir de quel n, précisément? Dans notre article, il y a aussi des preuves mieux rédigées et plus approfondies de certains problèmes qu'on a traités dans cet exposé. Nous remercions Annick Frouvel et Philippe Paul et Ariane Martin qui nous ont encadrés cette année. On remercie aussi Mathilde qui nous a beaucoup aidés et qui nous a donné son avis. Nous remercions aussi le lycée Carnot de nous avoir permis de participer à Mathangine cette année et l'organisation Mathangine elle-même pour tout le travail fourni lors de cette année.
Écoutez, c'est nous qui vous remercions chaleureusement pour cet exposé, qui vous félicitons. C'était de très grande qualité. Et vous me permettez de rebondir sur ce que vous avez évoqué à la fin. Vous avez dit que dans votre article, il y aurait plus de choses encore que ce que vous avez présenté aujourd'hui. C'est super parce qu'effectivement, la dernière partie de l'année Math & Jeans, après les congrès traditionnellement, c'est de rédiger un petit article qui explique à la fois vos résultats et qui permet de mettre sur papier, de formaliser, comme le ferait une chercheuse ou un chercheur, les travaux que vous avez conduits. Donc, c'est super si vous avez pu y travailler dessus, si vous êtes en train de le finaliser, si ce n'est pas déjà fait. Sur le chat, nous avons déjà plein de félicitations de la part du public, qui était très emballé également par votre exposé. Et nous avons des petites questions. Alors, première question, c'est quelqu'un qui nous dit qu'elle a l'impression que si la puce a la possibilité de changer sa stratégie, alors le robot ne pourra jamais gagner. Qu'est-ce que vous en dites de ça? Alors, je vais essayer de montrer ça par un exemple. Je vais reprendre l'exemple où la puce perd. Imaginons que la puce apparaît au centre du cercle. Ouais. Dans ce cas-là, cette personne dit que le robot perdra de toute façon. Oui, puisque la puce a la possibilité de changer sa stratégie, enfin, dans cette éventualité. D'accord. Je comprends la question, en tout cas. Oui. On a prouvé que ce n'était pas forcément le cas dans cet exemple-là. On a montré que si la puce apparaissait dans cette zone, elle perdait forcément, parce qu'on a étudié toutes les positions possibles de la puce, avec tous les déplacements possibles de la puce. Peu importe si elle faisait des sauts inférieurs ou égaux à S, etc. Et on a vu qu'elle perdait si elle apparaissait dans cette partie du cercle, en excluant bien sûr la zone 1. D'accord. Voilà pourquoi, en fonction des paramètres et des stratégies, la puce peut gagner ou non. OK. Autre question, justement, c'est une question que je comptais vous poser. Si tu peux revenir sur la diapo où vous aviez des courbes avec notamment 999 zones, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, il y avait 3 dessins que vous aviez sur une diapo, et on a l'impression, qu'il y a une courbe, celle du milieu, on a l'impression qu'il y a comme une courbe limite, même si finalement, il y a bien une succession de plusieurs petits morceaux collés les uns aux autres, on a quand même l'impression que ça donne une courbe continue. Est-ce que vous vous êtes intéressé à cette courbe continue qu'on pourrait appeler la courbe limite lorsque notre nombre devient très très grand? Alors, pas vraiment, on a voulu juste voir ce que ça pouvait rendre si on mettait justement n très grand. On n'a pas essayé trop de détailler parce que c'était pas très pratique pour étudier. Donc on a surtout utilisé t quand t est égal à pi sur 2, en tout cas pour commencer, puis après t est égal à pi sur 4, mais on est rarement allé au-delà. Donc pour ce qui est des cas limites, on n'a pas trop Normalement, étudié. vous observez qu'il y a quand même une courbe qui a l'air intéressante qui se cache Oui. derrière. Voilà, ça ouvre une piste de recherche supplémentaire. On a Autre question? Ah pardon, je t'en prie. On a aussi remarqué que, par exemple, ici, quand on regarde la forme que fait les zones en augmentant, elle se rapproche de cette forme. Voilà, mais c'est ça la question, oui. C'était ça la question. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de cette forme? Est-ce que vous avez pu Donc creuser? à part l'avoir remarqué, on n'est pas allé plus loin que ça. Très bien. Non, mais c'est toujours la même démarche, c'est de se dire qu'on a des pistes de recherche. Même quand on arrive à des résultats, on a toujours quand même des choses à creuser derrière. Donc, c'est très intéressant dans la démarche de recherche. Une dernière question. De toute façon, c'est la seule qui reste, parce qu'il va bientôt être l'heure. On vous demande si vous avez des arguments pour affirmer que la stratégie du robot est la meilleure possible. Alors, on a évoqué plusieurs stratégies du robot, enfin, surtout une. Elle était de rapprocher la puce le plus possible du point M. Okay. Qu'on peut aussi essayer de faire, on n'a pas encore fait dans notre article ni dans l'exposé, c'est de travailler tous les déplacements possibles du robot et de la puce, ce qui prendrait beaucoup de temps. Mais nous supposons que la meilleure stratégie possible pour le robot, c'est de la coincer dans la partie gauche du cercle, car on a prouvé que si la puce sort de ces zones, elle a perdu. Oui, d'accord. Donc, vous ramenez à un cas où vous avez prouvé que c'est perdu. C'est ça, c'est pourquoi
Avoir une très bonne stratégie ne suffit pas, il suffit de la sortir de ces zones. Ok. Oui, oui, c'est une stratégie qui semble fonctionner. Oui. Ok, écoutez, il me reste qu'à vous féliciter à nouveau et de la part de tout le public qui se manifeste sur le chat, en tout cas, adresser toutes les félicitations de tout le monde et vous remercier, ainsi que les autres groupes qui ont participé.